Bonsoir. Hello. Bonsoir, bonsoir. Alors, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Ça va, vous allez bien? Bien, ça va, merci. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Super, je suis contente de Moi te aussi, parler de je vous. suis contente de vous avoir fait le live. D'ailleurs, merci d'avoir accepté la demande. Avec plaisir. J'essaie Vous avez, de... vous avez été demandé, Madame Bouchra. Yak. والله. فكندير des votes علاش des noms noms de professeurs qu'ils veulent voir sur les lives et votre nom est revenu pas mal de fois. Donc je pense que Merci, vous êtes contente. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors pendant la semaine, on a regroupé pas mal de questions. Donc tout ce qui est en relation avec la parodontologie, l'implantologie et la chirurgie micro-invasive. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions sur différents sujets. Donc c'est assez varié. Mhm. Alors il y en a pas mal. Donc vous êtes On y prêtes? va. Alors, on nous dit aussi vive la paro. Super. Merci beaucoup. Il y a... Super, ça me fait plaisir. Il y a des messages très sympas. Ouais. Super, magnifique. D'ailleurs, pour les C'est là. personnes qui demandent, je veux le dire à l'avance, le live il va être enregistré. Vous D'accord, pourrez le trouver sur ma page. Vous pouvez y revenir quand vous voulez. super. Alors, on va commencer avec la première question. Mhm. Alors, professeur Bouchra, qu'est-ce que l'électrochirurgie? Alors, moi aussi, j'ai jamais entendu ce terme-là. On me l'a posé dans une question. Oui, Je ne oui. savais pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce que l'électrochirurgie et est-ce qu'elle est fréquemment utilisée? Alors, l'électrochirurgie, c'est tout simplement le bistouri électrique. Ok. Donc, c'est travailler avec quelque chose d'électrique, avec des ondes électriques. Et donc, le principe, c'est de couper et de cautériser en même temps. Hmm. Donc, c'est quelque chose qu'on a utilisé énormément dans les années 90, les années 80-90 jusqu'à 2000. Et donc, ça permettait en même temps de couper, mais aussi de cautériser. Et donc, pendant les chirurgies, quand il y a des saignements, des, par exemple, au niveau du palais, lorsqu'on touche, par exemple, l'artère palatine pendant le prélèvement du greffon en parlant paro, on pouvait utiliser tout simplement le bistouri électrique. Voilà. Alors, je vais dire que, puisque on parle de chirurgie paro, alors, on a besoin toujours de saignement et de sang. Ouais. Alors, quand on fait de la chirurgie plastique, ou bien on fait de la régénération, ou bien on fait du repositionnement, du lambeau déplacé latéralement, de la chirurgie mini-invasive, le traitement des lésions angulaires, donc plein de trucs de chirurgie correctrice parodontale ou régénératrice, on a besoin de sang. Donc ça, c'est très important. Rappelez-vous un élément, c'est que appeler le sang. Donc appeler le sang, ça veut dire il faut pas Le sang est... il faut faire le maximum pour ne pas avoir un manque de sang. Si vous avez une assistante qui aspire trop, qui est minutieuse, non. Il ne faut pas malmener pas vos lambeaux, bien sûr, c'est très important. Et laisser le sang, parce que le sang, c'est l'autoroute. Alors vous allez me dire pourquoi elle parle de sang alors que nous on parle d'électrochirurgie. Eh bien quand vous faites l'électrochirurgie et que vous faites le bistouri électrique, de carboniser tout simplement les tissus. Et quand vous carbonisez le tissu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes en train d'arrêter la venue de sang. Or, le sang, c'est une autoroute des cellules régénératrices, des facteurs de croissance et des cellules immunitaires, des fibroblastes, des cellules mésenchymateuses. Et donc, l'électrochirurgie, oui, mais il faut savoir quand l'utiliser. Et là, c'est limite. D'accord. Est-ce que vous pouvez
pouvez un peu nous dire dans quel cas est-ce qu'elle va être le plus fréquemment utilisée? Elle va être utilisée, par exemple, moi autant que parodontiste, je ne vais pas l'utiliser parce que j'aurai toujours besoin de sang. Hmm. Je vais l'utiliser, par exemple, lorsque j'ai une hémorragie, j'ai touché l'artère labiale inférieure, j'ai touché l'artère palatine, j'ai touché une artère, il y a du sang, il y a l'artère labiale supérieure, on la touche quand on fait des frénectomies. Et là, vous pouvez utiliser le bistouri électrique pour cautériser. Hmm. D'accord? Par contre, maintenant, elle a un peu, de plus en plus, elle est remplacée par le laser. Parce que Hmm. le laser, c'est pratiquement le même principe, c'est pas les mêmes ondes, c'est pas le même principe, c'est pas la même machine, c'est pas toujours les mêmes objectifs, mais au laser, on carbonise. Donc le principe du laser, c'est de carboniser. Donc on peut aussi arrêter l'hémorragie en utilisant le laser. D'accord? Donc c'est une alternative maintenant qui est plus courante. Justement, il y a des questions sur le laser, on va y Oui, revenir un oui, petit peu. bien sûr, bien sûr. Parfait. Donc, Alors ma deuxième question, c'est bon? oui, 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 Parfait. super. Alors, qu'est-ce qu'on transplante? Transplanter, donc quand on transplante, quand on parle implanter, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Transplanter, c'est déplacer. Bon, Hmm. il y a eu des études, il y a eu des praticiens qui ont transplanté des dents. C'est-à-dire prendre une dent d'un site et l'implanter dans un autre site. Donc, c'est la transplantation. Par exemple, je vais prendre une dent de sagesse et je vais l'implanter à la place de la molaire, de la 6 ou de la 7. Par exemple, il y a eu des transplantations. D'ailleurs, j'avais l'occasion de discuter et d'assister à une conférence qui a parlé spécialement de transplantation. C'est-à-dire, on déplace pour remplacer une dent qui joue un rôle au niveau de l'arcade, on prend une autre dent et on place au niveau de la dent qui a été extraite ou qui a été perdue. Donc, c'est ça la transplantation. L'implantation, donc on implante quelque chose qui est de l'extérieur. La transplantation, c'est déplacer et implanter dans la J'avais même fait justement une cavité. sur le sujet. C'était une dent de sagesse qu'on avait mis au niveau du site d'une 6, on avait fait une impression 3D Oui, pour voir. exactement. Voilà, donc j'avais fait une vidéo sur le sujet, je viens de me rappeler. D'accord. Parfait. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur ce qu'est le renforcement parodontal avant traitement orthodontique? Donc, quand est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait fréquemment ou pas? Alors, oui, ça se fait énormément. Hmm. Et, et je pense que plus on va avancer dans la dentisterie en général et dans la parodontologie, et plus la collaboration orthoparo, elle va prendre beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, elle a déjà pris beaucoup d'ampleur. Nous, personnellement, donc j'ai des cas avec recul de 30 ans. J'ai des patients que je suis depuis 30 ans. Et l'orthoparo, elle a rendu beaucoup de services à mes patients. D'accord? Et quand on parle de renforcement du parodonte avant traitement ortho, vous avez deux types de renforcement. Vous allez parler d'un parodonte qui est sain. Donc, vous allez diviser en deux. C'est très important. Vous avez un parodonte qui est sain et un parodonte qui est assaini. Donc ça, c'est très important. Alors, si vous avez un parodonte sain, ça veut dire que c'est un parodonte qui ne présente aucun problème d'ordre général et qui est candidat à l'ortho. Et dans ce cas-là, si vous avez des zones avec un manque de gencives kératinisées, si vous avez un biotype qui est fin, si vous avez par exemple des incisives où on voit par transparence la corticale osseuse et que c'est un biotype qui est fin, là, on peut penser à du renforcement et ça, on va aller vers la chirurgie plastique. Donc, la chirurgie plastique par tunnel ou par lambeau déplacé, ça va permettre de renforcer et d'épaissir un parodonte fin pour qu'il puisse être candidat à l'ortho. Maintenant, vous avez le deuxième élément, c'est quoi? Eh bien, c'est le parodonte assaini. Alors, le parodonte assaini, c'est un parodonte qui a subi une parodontite et qui, par la suite, a été traité et stabilisé. Parce qu'il n'est pas question que vous fassiez de l'ortho sur un parodonte qui est malade. Donc, il est malade, il devient sain. On fait de la thérapeutique parodontale active, qu'elle soit non chirurgicale, toujours non chirurgicale. Parfois, on rallie aussi le chirurgical. On fait une réévaluation et à ce moment-là, c'est là où on va décider quels sont les éléments qu'on va renforcer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si j'ai une incisive avec une incisive inférieure avec une récession, par exemple, on sait qu'il faut un minimum 1 à 2 mm de gencives kératinisées attachées, pas libres, pour qu'on puisse entamer un traitement ortho sur une dent, quelle qu'elle soit. Et du coup,
le rôle de la chirurgie plastique va être de créer de la gencive ou d'augmenter de la gencive pour qu'on puisse faire les mouvements orthodontiques. Et là, on parle d'un renforcement qui est là et qui est pur et dur. Vous pouvez aussi faire de la régénération osseuse. Vous pouvez aussi, par exemple, pour les cas où on a des récessions, chercher à faire carrément du recouvrement. Et là, ça dépend des classes. Donc là, les classes, par exemple, si je suis devant une récession de classe 1 de Miller, 2 de Miller, l'équivalent de RT1 de Kero, à ce moment-là, je peux faire du recouvrement total avant d'envoyer en ortho. Et ainsi de suite. RT2 de Kero, j'aurai un recouvrement total. Donc, j'ai montré hier, quand j'ai eu l'occasion de participer au dental meeting de Aboul Kassis, des cas avec des RT2, RT3 de Kero, où on a fait du recouvrement total avec des techniques mixées et avec un rajout, vu l'expertise qu'on développe avec nos parodontistes. Je leur dis, le parodontiste marocain et l'orthodontiste marocain, c'est des gens qui ont eu une expertise parce qu'on reçoit beaucoup de parodontistes et on fait beaucoup de renforcement de paro avant de voyer en ortho. Et aussi, il y a de l'ortho qui peut se faire on fait de l'ortho et après l'ortho, on peut aller renforcer le parodonte parce que le fait de faire l'ortho et de remettre la dent à sa place, ça va optimiser les résultats de recouvrement, par exemple, radiculaire. Et donc là, le renforcement, il va se faire avant le traitement orthodontique pour ne pas aggraver des lésions ou bien enclencher des lésions. Et il va se faire après le traitement orthodontique pour les cas où le faire avant va compliquer les choses. On attend que la dent soit remise dans son couloir pour qu'on puisse venir, nous, autant de parodontistes, pour régler le problème. D'accord, je vois. En fait, maintenant, on a un peu traité la parodontologie au service de l'ortho. Maintenant, on va voir le contraire. Donc, ma question pour vous, donc, dans quel cas est-ce que vous allez utiliser une approche combinée parodonto-orthodontique pour pouvoir corriger un défaut osseux ou bien un défaut gingival? Eh bien, je vais le faire tout le temps. Hmm. Parce que lorsqu'on a, alors je vais aussi scinder en deux, lorsque vous avez des parodontites, quels sont les éléments qui vont survenir? Vous avez des récessions, vous avez des égressions, vous avez des extrusions, vous avez des diastèmes, vous avez les dents en éventail, surtout au niveau des secteurs antéro-supérieurs. Donc, vous avez un déplacement qu'on appelle, nous, en général, migration dentaire. Et donc, moi, autant que parodontiste, et vous avez aussi une perturbation de l'occlusion. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter mon patient non chirurgicalement toujours. Rappelez-vous de ça, on fait du non chirurgical. Et pour corriger ou pour stabiliser la parodontite, parfois on fait du chirurgical. Il y a des conditions. Sinon, on peut faire que du non chirurgical et c'est suffisant. Et après, pourquoi je vais donner moi à l'ortho? Et je travaille beaucoup avec les orthos et les parodontistes travaillent beaucoup avec l'ortho parce que l'ortho va corriger toutes les migrations que je vous ai décrites. Il va rétablir l'occlusion, et ça c'est très important pour l'équilibre du parodonte et pour l'esthétique du patient. Et du coup, quelles seront les conséquences? C'est les racines qui vont traverser l'os, et donc on va gagner sur le plan couronne clinique, racine clinique. Ça, il a été démontré clairement par Melsen dès les années 80 qu'une racine qui est engraissée, elle ne va pas déplacer avec elle l'os et la gencive, non. En fait, elle va traverser l'os. Alors, dans les années 90, quand nous, personnellement, on a commencé à faire la collaboration ortho-paro avec le département d'ortho et avec des migrations qui étaient hallucinantes, bon, c'est toujours le cas des parodontites sévères chez des jeunes patients âgés de 15 ans, de 17 ans, de 20 ans, et vous avez une extrusion de 5-6 mm. Et alors, au niveau de la littérature, on nous disait le mouvement le plus risqué, c'est l'ingression. Alors, à partir des années fin 80, début 90, et en même temps avec la vague de patients qu'on a commencé à traiter, à partir de 96, eh bien, à partir de 2000, les publications sont sorties pour dire, au fait, non, l'ingression ne va pas se faire avec une destruction si le parodonte est assaini et stable, mais elle va traverser l'os. Et du coup, vous avez une diminution des lésions osseuses, parce que la racine, elle va rentrer dans l'os. Vous avez une diminution, et voire parfois, j'ai des cas où il y a disparition des récessions. Vous avez aussi disparition et diminution des récessions gingivales. Et vous avez carrément un parodonte qui va revenir presque à la normale, et parfois normale. D'accord? Et ça, c'est grâce à la collaboration ortho-paro. Donc, l'ortho, il va me rendre service. Et tous mes patients, la plupart avec des migrations, ils vont passer en ortho.
Donc ça, c'est très important. On a beaucoup, beaucoup de relations avec les orthodontistes. Comme les orthodontistes en On a relation beaucoup avec de vous. relations avec nous. Voilà. Et bien sûr, quand on a, bien sûr, nous, on est orthodonto conscient parce qu'on sait ce que va nous apporter l'ortho. Et l'orthodontiste, il est parodonto conscient parce que s'il découvre une parodontite, il ne touchera jamais cette parodontite, il ne va pas faire de traitement ortho. Parce que si on fait un traitement ortho sur une parodontite active, on aura tout à fait le contraire. C'est-à-dire là, on aura la destruction, on aura les chutes, on aura des complications. Et il m'est arrivé de carrément enlever des fils ortho avec des dents extraites rien qu'avec mes doigts. Parce que un traitement ortho a duré 2 ou 3 ans sur une parodontite agressive ou sévère. Je vois. Vous avez mentionné un point qui est important. Donc on commence toujours avec le traitement parodontal non chirurgical. Et à partir de là, on va passer au traitement parodontal chirurgical dans quelques cas. Donc ça va être quoi les indications qui vont faire en sorte qu'on passe au traitement parodontal chirurgical? Alors, en paro, on a ce qu'on appelle nous un plan de traitement qui va vous mener vers une décision sur le plan thérapeutique. Mais on a des lignes à respecter et des lignes à ne pas dépasser. C'est quoi? C'est thérapeutiquement chirurgical, qu'on appelle nous étiologique, parce que vous attaquez la bactérie parodontopathogène. Après ça, vous avez la réévaluation, et c'est à la réévaluation que vous allez décider, est-ce que vous passez à la chirurgie parodontale correctrice, ou bien vous allez passer à la chirurgie parodontale régénératrice, ou bien vous allez vous arrêter à la thérapeutique non chirurgicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux années 50, 60, 80, jusqu'à 90, on prenait le patient, on faisait la thérapeutique non chirurgicale. Avant de faire la thérapeutique non chirurgicale, toutes les poches qui étaient au-delà de 6 mm, donc rappelez-vous le terme, égale ou supérieur à 6 mm ou bien supérieur à 5 mm, on mettait dès le début, pendant la première observation clinique, au niveau du plan de traitement, lambeau d'assainissement, au niveau de tel dent, tel secteur. Ça, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que la thérapeutique non chirurgicale, elle-même, elle résout beaucoup de problèmes concernant le ralentissement ou l'arrêt de la parodontite. Et donc, on fait la réévaluation, on fait un sondage, et je vous rajoute le deuxième mot-clé et qui est très important, c'est quoi? C'est le saignement au sondage. Donc, on est passé de la mesure, c'est-à-dire sur le Baderstein en 1984, au-delà de 6 mm, on ne peut pas, avec une thérapeutique non chirurgicale, faire toute la poche. Eh bien, ça, ce n'est plus une règle infaillible, c'est-à-dire, je fais mon sondage, il faut le faire correctement, avec les règles de l'art, comme on dit, et à ce moment-là, si j'ai un saignement au sondage, je vais appeler, c'est une poche résiduelle active. Et c'est là où je vais aller vers cette poche résiduelle active pour faire ma thérapeutique correctrice parodontale chirurgicale. Et si ma poche ne saigne pas au sondage et qu'elle est ferme et que à ce moment-là, je pars d'une poche résiduelle parce qu'elle est au-delà de 4 mm, mais elle est stable, inactive. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est important pour nous, autant que parodontistes marocains. Pourquoi? Parce que nous, on est confrontés à du 12, du 14, du 15 mm de poche parodontale. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre sondage et s'il n'y a pas de saignement, on arrête. Alors, nous, on a commencé à faire ça dès les années 90. On réévaluait. Il n'y avait pas de saignement au sondage. Les articles commençaient à sortir. En fait, on a eu la chance de rencontrer beaucoup d'évolutions pendant ce temps-là. Et c'est l'INDE en 2000 qui va sortir un article où il parle de parodontite agressive sévère et il dit que la thérapeutique non chirurgicale, dans beaucoup de cas, est largement suffisante pour stabiliser. C'est une étude qui émane d'une personne référence internationale en paro. Et ça nous a conforté autant que parodontistes marocains qui traitent des parodontites sévères chez des jeunes patients marocains. Donc on voit qu'il y a une évolution les oui, oui. Il y a, au fait, la paro, elle a, si on revient sur le plan historique, je pense qu'on est à presque un siècle, pas plus. Et donc, on est en pleine évolution permanente. Et nous, au fait, toutes les études qui vont émaner, elles sortent de la clinique. C'est-à-dire, on est des cliniciens, on travaille, on relève un problème et on va chercher la solution.
D'accord? Nous, on est des cliniciens, on est des parodontistes. Je vais faire ma parodontite. Je ne peux pas éliminer toutes les poches chez mon patient parce qu'il a une poche de 12 millimètres. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, l'objectif, c'était d'éliminer les poches, même avec de la résection, des lambeaux de résection. On réséquait de l'os, on réséquait de la gencive, on laissait carrément des racines avec des récessions assez longues et on se disait comme ça, il n'y a pas de poche, mais ça ne le fait pas. On est dans un esprit conservateur, donc poche parodontale qui ne saigne pas au sondage, elle reste dans le cadre de la maintenance et ça s'arrête là. Par contre, dans ce cas-là, le nombre de lambeaux d'assainissement vont drastiquement diminuer et c'est là où il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle, nous, la chirurgie mini-invasive correctrice. Et c'est quoi? C'est-à-dire que je vais aller directement vers une lésion où il y a une poche qui saigne encore au sondage et je vais utiliser de la chirurgie mini-invasive, pour soit faire la mince de Cortellini, 94, 98, 2000, jusqu'à arriver à 2008, 2007, où on a parlé de carrément préservation entière de la papille. C'est-à-dire, on va tunneliser la papille pour aller cureter la lésion angulaire qui est en dessous, sans couper la papille. D'accord? Ou bien faire une incision à la base de la papille en microchirurgie et faire des sutures matelassées horizontaux croisés pour pouvoir ne pas laisser aucune trace sur le plan esthétique. Parce que nous, quand on fait maintenant de la chirurgie, on pense à l'esthétique. On ne peut plus se permettre de créer des trous noirs. On ne peut plus se permettre d'engendrer des récessions. On est sur de la microchirurgie et ça aussi, c'est très important, même si peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on va me poser des questions sur la micro, mais c'est très important de dire que la parodontologie d'aujourd'hui, c'est une parodontologie qui est mini-invasive, le moins de matériaux de l'extérieur, des microchirurgies et même le concept, parce que là, vous allez parler de lésions angulaires ou lésions horizontales, je vais arriver sans couper. Je tunnelise, je rentre dans ma lésion, je la nettoie et je la laisse évoluer et on aura un gain d'attache et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que pour ce traitement mini-invasif, est-ce qu'il y a des instruments qui sont spécifiques? Oui, effectivement. Alors, vous avez des instruments et comme je leur dis, au Maroc, vous avez tout ce que vous voulez comme instrumentation. Au fait, alors, quand est-ce que je vais dire, je pars de microchirurgie. Le fil, c'est 5-0. 5-0, classification américaine, 1 métrique européenne. 5-0, 6-0, 7-0. Si vous êtes sur un fil de 4-0, vous êtes toujours dans la macro. D'accord? Le décolleur, vous avez de micro-décolleurs. Il n'y a plus les décolleurs de Molt. Ils tombent. Donc, c'est des micro-décolleurs. Alors, il y a les micro-décolleurs qu'on va utiliser pour lever des lambeaux mini-invasifs. Et vous avez des dissecteurs tunnelisateurs qui sont là pour faire de la tunnelisation sans couper, sans utiliser la lame. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a montré hier aussi et pendant cette semaine, pendant les conférences qu'on a animées. Et vous avez aussi la pince Castroviro, mais qui va être adaptée à votre fil. Alors, je vais vous donner un autre élément très important, c'est l'aiguille. L'aiguille, elle doit être entre 9 mm, 12 mm, maximum 13 mm. Ne dépassez jamais les 13 mm. Alors, si vous prenez du 13 mm, ça va être avec du fil 5-0. Ça veut dire du 0,1 mm. Si vous prenez du 9 mm pour l'aiguille, prenez un fil avec du 6-0. C'est encore plus fin. Ne prenez pas un fil 6-0 avec une aiguille de 12 ou 13 mm, ce n'est pas intéressant. Donc ça, moi, j'ai passé des années à travailler avec ça. Et donc, la meilleure chose, c'est avoir un 5-0 avec du 12 ou du 13 et avoir du 6-0 avec du 9 mm. En ce qui concerne le 7-0, je l'utilise très rarement. D'accord? Je suis toujours, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on peut l'utiliser par la suite, on utilise surtout le 6-0 et le 5-0. Et vous avez les loupes en dernier. Alors, pour les loupes, faites très attention. Il ne faut pas trop les utiliser. Vous allez l'utiliser dans la microchirurgie. Si je fais un détartrage, je n'utilise pas les loupes. Parce que les loupes, ça va demander de l'accommodation. Et donc, accommoder tout le temps, ça peut créer des problèmes. Il faut l'utiliser d'une manière ciblée. Ça rend beaucoup de services et d'une manière intelligente. Pour l'instant, moi, j'ai commencé par du 2,5 et je suis arrivée à 3. Mes loupes, j'ai du 3, du 4 et du 5 sur les mêmes loupes. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore travaillé avec le 4. Jusqu'à présent.
Je ne sais pas demain de quoi il est fait. Peut-être que je vais passer à du 7-0, du moins, du plus fin. Mais pour l'instant, je m'arrête sur 3. Je ne veux pas aller au-delà. C'est-à-dire, c'est un matériel où vous allez le rentabiliser, mais sans créer de la casse. Sans oublier qu'il y a des gens qui ont commencé à utiliser les loupes avec le début de leur carrière. Et ça va chiffrer en années et il faut faire attention. C'est bien qu'on ait parlé un peu de matériel. Le matériel qui se trouve au cabinet, je sais qu'il y a beaucoup de dentistes qui commencent avec les loupes. Euh, Oui. Concernant un autre matériel, j'aimerais bien que vous me dites, est-ce que aujourd'hui le laser est indispensable dans un cabinet dentaire? Alors, le laser, ça dépend de ce que veut faire le médecin dentiste avec. Parce que le laser, il va avoir plusieurs propriétés. Le laser, il va avoir la visée chirurgicale. Par exemple, faire des gingivectomies. Si on veut faire des gingivectomies, le laser peut vous servir. Vous voulez faire une décontamination, mais la décontamination, elle va se faire avec la condition de faire une thérapeutique non chirurgicale avant. Donc, ce n'est pas suffisant de décontamination à elle seule. Vous voulez faire, alors là, je parle par exemple de diode. Le diode, avec une longueur d'onde de 980 nanomètres, il va avoir comme visée muqueuse. Vous faites aussi ce qu'on appelle la dépigmentation, le blanchiment. Donc ça, tous ces actes-là peuvent se faire avec le laser. Vous faites de la coagulation. Vous faites du traitement soulagement des aftes et des ulcérations. Donc tout ça, c'est le laser. Par exemple, je veux faire une chirurgie plastique avec, ça ne va pas me servir parce que j'ai besoin de sang. Or, le laser, il va carboniser. Je veux faire une élongation coronaire. Une élongation coronaire avec que la gingivectomie. Je peux l'utiliser. Mais si je fais une élongation coronaire avec ostéoctomie, comme on fait au niveau esthétique pour déplacer la ligne du sourire, pour avoir un sourire qui n'est plus gingival ou qui est moins gingival. À ce moment-là, je dois toucher l'os. Si je dois toucher l'os, j'ai besoin de sang. Si j'ai besoin de sang, eh bien, il faut aller vers la lampe froide. D'accord? Après, on va aller vers les lasers, par exemple le herbiomiag ou le carbone. Là, vous êtes sur une longueur d'onde de 1200 et quelques, et là, vous avez le droit d'aller aussi toucher l'os. Donc, il va travailler au niveau de l'os. Il va faire de la résection de l'os. Il va faire le rôle qu'il va faire, entre guillemets, la piézo. D'accord? Donc, c'est à vous de voir quels sont les éléments ou est-ce que dans votre cabinet, vous allez pratiquer ces actes. Si vous allez pratiquer ces actes-là, eh bien, le laser peut être là dans votre cabinet et vous travaillez avec. Moi, ce que je dis, ce qui est important, c'est que quand on parle en général de laser ou de piézo ou autre appareil, donc c'est un matériel, c'est pas nous, c'est un matériel qu'on va utiliser pour réaliser des actes. Donc, il faut comprendre comment marche l'appareil, à quoi elle va nous servir et quels sont les actes que je vais faire avec. Et à ce moment-là, je vais me décider, est-ce que je le prends ou pas? Donc, ce n'est pas question de mode, c'est question d'utilité. Donc, on n'est pas des enfants qui achètent des jouets, d'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai investi dans un appareil qui a coûté ce qu'il a coûté pour faire de la thérapeutique non chirurgicale. Et je n'ai pris la piézo que ça fait même pas, ça fait 2 ans que j'ai pris la piézo. Parce qu'au moment, ma pente d'apprentissage au niveau chirurgical, elle était telle que je n'ai pas émis le besoin d'avoir la piézo le jour où elle a explosé sur le plan commercial. Donc, j'ai préféré investir dans la thérapeutique non chirurgicale et après, je me suis retournée vers la piézo. Donc, il faut définir les objectifs, comprendre à quoi va te servir le matériel et après, aller investir dans le matériel. Voilà, et justement, vous avez cité quelques indications, bien quelques actes où le laser peut être utilisé, mais il y a toujours cette alternative manuelle qui peut être Oui, faite. bien sûr. Le laser, oui, certes, ça facilite la tâche, mais c'est pas un élément qui est indispensable. Après, peut-être que, parce qu'il y en a que dès le début de l'ouverture du cabinet, il faut qu'ils aient toutes les machines. Ben non, c'est pas primordial dès le début, ça peut se faire au fur et à mesure du temps. Voilà. Oui, oui, Donc, c'est ça. je vois qu'il y a des questions dans le chat. On va terminer d'avoir les questions que j'ai parce que j'ai un plan que je veux respecter. Et ensuite, à la fin, là, on fait toujours 15-20 minutes de questions. Très bien. Donc, on va continuer avec la prochaine question.
Dans le même train de ce qu'on disait, donc vous avez dit la désinfection de la poche au laser. Mhm. Ça peut se faire. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez me donner, concernant les résultats, qu'est-ce qui est mieux, désinfection d'une poche au laser ou bien au curetage manuel? Gold standard. Gold standard, c'est le curetage manuel. Maintenant, on dit débridement. Donc, le débridement manuel, c'est le gold standard. Vous me parlez d'ultrason. L'ultrason, il est complémentaire au gold standard qui est le manuel. Vous me parlez de laser. Le laser, il est complémentaire au gold standard qui est le manuel. Donc, ça veut dire que la curette, elle est toujours prédominante. C'est le gold. C'est quoi le gold standard? C'est que quand je te dis, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans une thérapeutique. Donc, pendant des années, on a fait les curettes. Alors, même les curettes, maintenant, on a la thérapeutique non chirurgicale mini-invasive. Maintenant, tu peux avoir une curette Aftervive, une curette qui est fine, et tu peux avoir une curette qui est normale, et tu peux avoir une curette qui est grosse. Et dans ce cas-là, quand vous allez prendre votre curette fine, vous allez aller vers un parodonte qui est fin. Ça fait partie du mini-invasif. Alors, avec une curette, vous pouvez arriver jusqu'au contact de l'os. Donc là, quand on pratique un débridement ou un curetage parodontal, il y a des lignes à respecter. Le principe, c'est d'ouvrir une poche, d'aller jusqu'au contact de l'os. Avec votre insert, vous n'avez pas le droit de toucher l'os parce que vous êtes en train d'user, d'attaquer l'os. Alors, les dernières études ont démontré que vous voulez utiliser les curettes toutes seules, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait. Vous voulez utiliser les ultrasons? Eh bien, commencez par les ultrasons et après, faites votre ultrasonique après les ultrasons. Parce que tout simplement, les curettes, c'est elles qui vont éliminer les rayures créées par l'insert. D'accord? Vous voulez faire du laser? Eh bien, c'est 2 semaines après. Vous faites votre thérapeutiquement chirurgical et vous décontaminez, vous complétez votre thérapeutique gold standard avec du laser. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, le laser, il va jouer un rôle de décontamination, mais n'oubliez pas le gold standard qui est le débridement, le curetage parodontal. Voilà, donc là, un rôle complémentaire et non pas. Complémentaire. Voilà. Alors, vous avez mentionné juste avant parodonte fin. Donc, j'aimerais que vous me dites, au niveau thérapeutique, est-ce qu'il y a des différences quand on traite un parodonte qui est fin et quand on traite un parodonte qui est épais? Alors, Parce que moi, personnellement, moi, je vois les étudiants, j'ai un don parodonte fin, بحال j'ai un don parodonte épais, بحال j'ai un don festonné, بحال j'ai un... كلشي بحال بحال. Donc, quelle différence au niveau thérapeutique, quand on traite ce type de parodonte, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Alors, la première chose que je répète, c'est je reviens au principe de la médecine en général. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'inspection et la palpation. Donc, c'est un élément qui est vraiment primordial. Et c'est quoi l'inspection? C'est quand vous prenez votre miroir et vous êtes en train de regarder. Et au moment où vous êtes en train de regarder, vous allez regarder la gencive kératinisée, la ligne mucogingivale, la muqueuse alvéolaire, les freins, les récessions, l'aspect des racines, est-ce qu'elles paraissent par transparence? Est-ce qu'il y a le festonnement? Est-ce que les dents sont carrées, rectangulaires ou comme arrondies? Donc tout ça, vous le voyez. Donc, et comme je dis, vous ne pouvez trouver que ce que vous cherchez. Donc vous êtes en train de tout chercher. Et après, souvent, on me demande, oui, mais madame, c'est beaucoup de choses. C'est pas beaucoup de choses parce que d'un coup d'œil, si vous savez ce que vous êtes en train de chercher, vous allez le trouver. Donc, on ne cherche, on ne trouve que ce qu'on cherche. On ne trouve que si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Donc, il faut avoir l'information et la connaissance pour pouvoir rentabiliser. Alors maintenant, j'ai inspecté. Après, je vais prendre ma sonde parodontale et mon miroir. J'insère ma sonde. Si ma sonde, je la vois par transparence, c'est que je suis devant un parodonte qui est fin. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une autre technique? Pour ça, je vais vous dire, il n'y a aucune technique jusqu'à présent. C'est la seule technique qui est avérée. On met la sonde, on voit par transparence. Donc ça, je le dis sur le plan au quotidien. Et à ce moment-là, si je suis devant un parodonte fin et que je veux faire de la paro, c'est une parodontite, je n'ai pas le droit, par exemple, de déchirer les papilles. Pendant un curetage, vous déchirez les papilles d'un parodonte fin, vous les perdez et vous aurez des trous noirs. D'accord? Et donc, c'est là où le plus vous aurez besoin de curettes fines. Vous ne pouvez pas travailler
travailler un parodonte fin et faire une thérapeutique non chirurgicale où vous allez partir avec la curette jusqu'au fond de la poche et un parodonte fin sans créer de dégâts si vous n'avez pas une mini-invasive. D'accord? Par contre, dans le parodonte épais, qu'est-ce que je vais faire? Souvent, le parodonte épais, vous avez l'expression pas par des récessions, par des poches, par augmentation de volume des papilles et par un aspect de fissure avec des papilles qui sont gonflées. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? On voit les fissures et allez, on saute le truc. Parfois, je peux vous montrer des cas où carrément il y avait des fissures de la papille, pratiquement à 90%, et on fait notre curetage, on sépare la papille palatine de la papille vestibulaire et on travaille, pratiquement on est comme du pseudo-chirurgical, mais ce n'est pas chirurgical. Et après, dans le cas, je l'ai montré aussi cette semaine, vous avez la fermeture, la disparition de la fissure carrément, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais c'est incroyable, parce que c'est un parodonte épais. Mais si c'était un parodonte fin et que j'ai séparé les deux papilles vestibulaires et palatines, vous n'aurez rien après. Après, vous aurez un effondrement, surtout quand vous avez des lises horizontales. Et les lises horizontales, c'est les plus dangereuses. Ça n'a rien à voir avec les lésions angulaires. On parle beaucoup de lésions angulaires et on essaie de trouver des solutions pour les lésions angulaires sur le plan international et littérature parce que c'est les plus faciles. La lésion angulaire, ça veut dire que vous avez un niveau haut et un niveau bas. Par contre, la lésion horizontale, vous avez de l'horizontale. Vous ne pouvez ni régénérer, ni créer de l'os, ni rien du tout. Et si vous coupez la papille et que vous avez un parodonte, un biotype fin, vous avez l'effondrement avec apparition d'un cratère au milieu qui va prendre des mois et des mois pour se régénérer. En sachant que la papille, c'est l'endroit le moins vascularisé dans le parodonte humain. Ça veut dire que quand vous approchez d'une papille, faites attention. Et n'oubliez pas que nos patients aiment leur papille. Maintenant, avec l'esthétique, les patients ne viennent pas pour les parodontites, beaucoup de patients viennent chez moi pour les trous noirs. D'accord? Donc, c'est pour cela que parodonte fin, parodonte épais, ce n'est pas la même conduite. Et curieusement et logiquement, les parodontites, les parodontes fins, c'est là où vous avez le plus de récession. Parce qu'il est fin, il s'exprime en récession. Quand il est malade, quand il est agressé. Et quand il est mal brossé aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire de la chirurgie plastique. Et donc, on ne peut pas faire de la chirurgie plastique avec la macrochirurgie, avec des instruments macro, sur un parodonte qui est fin. Là, vous allez directement vers la casse. Parce que vous traumatisez ce parodonte. Et nous, quand on travaille de la chire, on prend sur nos dos. Et c'est pas subjectif, c'est objectif. C'est-à-dire toute la tension musculaire que vous développez au niveau du dos, tout ça pour éviter d'exercer trop de pression sur le site. Et avec la courbe de compétences que vous développez, petit à petit, vous allez vous adapter et vous allez pouvoir, d'une certaine manière, contrôler la pression sur le site. Donc ça, on le sent dans la pente d'apprentissage qu'on a eue pendant ces années-là. Et dernièrement, il y a eu des études qui ont démontré qu'à 4 grammes, vous êtes bien, à 6 grammes, vous êtes en train d'exercer, de nécroser votre site opératoire. Ça veut dire que si vous avez des instruments non adaptés, vous êtes en train d'écraser le site et vous êtes en train de dépasser carrément la pression que peut supporter un site opératoire, notamment le biotype fin. Donc, c'est passionnant. Ouais, c'est important de le mentionner aussi parce que parfois, c'est pas quelque chose à laquelle on fait attention, alors que c'est primordial, quoi. C'est ça. C'est-à-dire le summum de l'apprentissage, c'est lorsque vous êtes en train de faire des gestes et que les gestes paraissent faciles. C'est comme si vous êtes en train de... Pour moi, la chirurgie parodontale, on l'a fait en méditant. Donc, c'est de la méditation. Parce que tout simplement, vous devriez contrôler votre pression, vous devriez contrôler la pression musculaire, vous devriez avoir des gestes très lents et très précis. Par exemple, même le débridement sous-gingival, c'est un débridement qui va se faire avec des petits mouvements et c'est des mouvements où vous allez concentrer votre énergie. C'est des mouvements qui ne vont pas dépasser la jonction émail-sément et qui ne vont pas aller jusqu'à l'émail. Et tout ça pour la concentration d'énergie. C'est comme si vous êtes en train de parler d'un moment de méditation ou d'un moment de concentration de l'énergie que vous allez déployer. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est impressionnant, c'est que les études ont démontré ça, les études de pression. C'est-à-dire, on a pris des gens et on a commencé à calculer la pression qu'ils exercent sur le site. Et nous, ça, on a senti notre pente d'apprentissage. Au début, j'avais l'impression au début de mon apprentissage, j'avais l'impression comme un petit monstre qui attaque la gencive parce que là où je bougeais, j'avais l'impression que le lambeau, il subissait trop de pression.
Et au fur et à mesure des années et de l'apprentissage et de la pente de skills, qu'est-ce qui se passe? Je commence à travailler d'une manière très souple, très lente, mais qui est avec le moins de pression sur le site. Limite, parfois, on coupe la respiration. Donc, c'est du contrôle, Oui, donc je pense que ça oui, vient. c'est du contrôle. C'est comme les arts martiaux. Voilà. Alors, on fait la prochaine question. Pas mal. Donc, euh, quelle est votre approche face à une périimplantite? Donc, quel est aussi le protocole de décontamination que vous allez utiliser dans ce cas-là? Alors, la périimplantite, c'est quoi? Elle a été précédée par une mucosite. L'implant, c'est quelque chose qui est inerte. Ce qui entoure Mhm. l'implant, c'est une ankylose qui va se faire entre l'os et l'implant. Donc, vous n'avez pas de desmodonte, vous n'avez pas de sément, vous n'avez pas de dentine. Et ces trois éléments-là représentent la source de régénération, de cicatrisation et des cellules qui vont défendre devant toute agression bactérienne. Donc, vous perdez ça. Et vous perdez aussi le pneumatique. Il n'y a plus de pneumatique. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à la parodontite, où on a des bactéries méchantes, des bactéries gentilles, des parodontopathogènes, etc., au niveau de l'implant, l'infiltration bactérienne sera plus facile. Et donc, vous aurez une réaction qui est affaiblie si vous la comparez avec la réaction immunitaire de défense efficace, parce qu'il y a aussi des réactions immunitaires négatives qui s'autodétruisent, mais là, la réaction immunitaire efficace, elle sera d'une certaine manière diminuée si vous la comparez avec la dent naturelle. Et du coup, vous pouvez passer facilement d'une inflammation mucosite autour de la gencive périimplantaire, vous passez à la périimplantite. C'est pour cela que l'hygiène bucco-dentaire, elle est primordiale chez ces patients-là. Et donc, lorsque vous avez une périimplantite, c'est une cascade qui va se faire d'une manière plus rapide, plus efficace et voire plus affreuse que ce que va faire une parodontite. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus pour la périimplantite. On sait qu'à partir des années 2000, il y a eu une explosion de périimplantite. Et du coup, on a vu que beaucoup de congrès, et nous-mêmes, on a traité la périimplantite parce que c'est devenu le mot du siècle. Donc, il y avait beaucoup de poses d'implants et à un moment donné, on avait la vague de périimplantite. Et donc là, on s'est dit, il faut avoir un consensus, il faut qu'on trouve, jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus. Ce qu'on fait, c'est on fait une thérapeutique. Vous allez prendre le comportement qu'on a avec une parodontite et vous allez le translater vers la périimplantite et vous allez passer par une thérapeutique non chirurgicale qui va se faire à ce moment-là avec des instruments en titane. Pas question d'aller toucher avec des instruments en acier. Donc, des instruments en titane qui sont réservés spécialement pour cela. Et sur le plan ultrasonique aussi, vous avez des inserts qui sont dédiés à la décontamination de la surface implantaire. D'accord? Le principe, c'est quoi? C'est de ne pas rayer cette surface parce que quand vous rayez la surface, vous appelez encore la rétention parce que les bactéries adorent les rétentions. Et là Donc, où il y a des un niches, implant zircone ou titane, même chose. c'est la même chose. Alors, l'implant zircon, il est en train d'être développé, il est magnifique, il est biocompatible. Et si on le compare avec l'implant en titane, c'est nettement mieux. Son seul problème, c'est les fractures. D'accord? Donc, il y a beaucoup de fractures, mais c'est sûr, c'est quelque chose qui, dans l'avenir, il est en train de s'installer petit à petit. On en parle de plus en plus et le zircon, il est là. Il est en train, d'ailleurs, on a rencontré pendant un congrès où j'étais invitée à donner une conférence en Tunisie, on a rencontré quelqu'un qui porte l'implant zircon, qui fait beaucoup d'études sur l'implant zircon et on a discuté de cela. Il est biocompatible, c'est vraiment une réaction des cellules qui est meilleure que du titane, mais son problème, c'est au niveau de la résistance. Mais je pense que ça va être développé par la suite. Et donc, quand vous faites la thérapeutique non chirurgicale, vous attendez et bien sûr, on donne aussi des antibiothérapies. Et quand vous faites la réévaluation, à ce moment-là, vous pouvez faire des levées de lambeaux, vous pouvez faire de la régénération osseuse autour de l'implant, mais après décontamination non chirurgicale. Après, vous allez trouver qu'il y a aussi des fraises qui vont permettre d'aplanir carrément quand vous avez une récession autour d'un implant. Au lieu de laisser les spires, il y a des fraises qui vont venir carrément éliminer les spires pour qu'ils deviennent carrément lisses. Comme ça, on évite l'agrégat bactérien. Donc ça fait partie. L'os et les spires,
on va pas porter atteinte Non, non, à la stabilité. c'est-à-dire que quand vous avez carrément une perte osseuse et, pardon, superficielle et profonde, et que Ok. vous commencez à voir carrément tout l'implant circonférentiel, il est mis à nu. Donc, au lieu de le laisser dans le milieu buccal à appeler les bactéries parce qu'il est rugueux, parce qu'il y a des spires, à ce moment-là, on va le lisser, on va éliminer. Ça, moi, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que je fais une thérapeutique non chirurgicale en titane et avec des inserts faits pour les implants. Et après, on part parfois vers une levée de lambeaux, après réévaluation, et vers de la régénération osseuse. Alors, la régénération osseuse, bien sûr, elle aura besoin de support. Si vous avez des lésions horizontales, vous n'avez rien à régénérer. Il faut déjà que vous ayez un substrat ou un col à 3 parois ou à 2 parois avec des membranes résorbables qui va vous permettre de venir mettre le produit ostéoconducteur. Il n'est pas inducteur, il n'y a pas de produit encore inducteur. Donc conducteur qui va appeler les cellules qui vont faire de l'os et qui vont éliminer votre produit que vous avez utilisé. Parfait. Donc, dans le cas où on a un implant qui va présenter une fenestration, par exemple, donc ça va être le même protocole ou bien est-ce qu'on va... Alors, quand vous avez, mais c'est ça, quand vous avez une fenestration, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes devant, est-ce que vous êtes au niveau esthétique ou vous êtes au niveau postérieur? Parce que si vous avez une fenestration au niveau esthétique au sourire, ça ne se la fait pas. Donc, à ce moment-là, il faut chercher des solutions. Et donc, là, on va rallier entre la régénération osseuse à condition d'avoir un support pour la mettre et la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, elle va rendre beaucoup de services concernant les fenestrations implantaires. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de coûte que coûte créer l'os, puisque l'implant, il est retenu, il est stable, il a une stabilité secondaire excellente, mais on va venir pour pallier aux problèmes esthétiques. D'accord? Il ne faut pas oublier la chirurgie plastique. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours là pour créer de l'os. Parce que l'os, ce n'est pas évident à créer. Il a les conditions pour le créer. Mais on peut faire de tunnels, on peut faire de la chirurgie plastique, comme je fais moi-même quand je reçois des cas pareils. Et je peux créer, épaissir la gencive, la déplacer apico-coronaire et faire du recouvrement total de cette fenestration par un greffon conjonctif épais, tunnelisé et placé en regard de cette fenestration. Alors, j'ai une question dans ce sens-là, justement pour les patients qui avaient une agénésie. Donc, c'est qu'au niveau des sites où il y a une agénésie, la vascularisation, c'est pas la même qu'au niveau où il y avait au niveau d'un site où il y a eu une extraction au niveau vasculaire. Donc, par exemple, si un patient présente à ce niveau-là, donc, au niveau de la gencive, on va voir par transparence l'implant. Est-ce que ce greffon qui va être mis par tunnelisation ou par quelconque méthode peut se résorber? Non. Un greffon conjonctif, lorsque vous choisissez la bonne épaisseur et que vous le mettez, vous lui donnez la vascularisation interproximale de part et d'autre et qu'il est couvert en plus par la gencive, le tissu conjonctif de la gencive que vous avez tunnelisé et qu'il vit au-delà de 1 semaine ou 2 semaines, au-delà de la cicatrisation primaire qui est 5 jours, la cicatrisation secondaire qui est 2 semaines, il est là. Il ne va pas partir. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est sa pérennité à long terme. C'est-à-dire que si vous voulez créer de la gencive kératinisée, recouvrir et épaissir, et que vous n'allez pas prendre du 1 mm. Vous allez jouer 1,5 par exemple. Moi, parfois, il m'arrive de prendre jusqu'à 2 mm d'épaisseur. D'accord? Pour pouvoir donner du galbe. Et au début, mes patients, qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, mais on a l'impression comme si vous nous avez fait des injections. La lèvre, elle est carrément... Et je leur dis, au fil des mois, ça s'aplanit et ça rentre dans l'ordre. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un des greffons très fin. Dans tous les cas, si vous voulez régler le problème visuel, le fait qu'apparaisse par transparence le noir de l'implant, et ça, ce qui dérange beaucoup nos patients, vous prenez un bon greffon, et bien sûr, le greffon, il faut que vous puissiez, si vous faites le tunnel, il faut que vous puissiez le glisser. Donc, si vous choisissez un greffon qui est trop épais, vous aurez du mal à le rentrer. Donc, vous jouez. Donc, c'est des compromis qu'on est en train de faire. Et les compromis, ils vont vous allez peaufiner les compromis au fur et à mesure que vous avancez dans votre apprentissage. Donc, c'est ça ce qui est magnifique, c'est que à chaque fois, on va s'attaquer à un cas encore plus difficile.
Donc, on commence par les cas simples et au fil des années, au fil des décennies, on commence à s'attaquer à de plus difficiles parce que, tout simplement, on va commencer à être maître dans ce qu'on appelle, nous, les compromis. Je veux recouvrir, mais je ne vais pas perdre mes papilles. Je ne vais pas couper les papilles, je vais tunnéliser. J'ai un implant, il n'y a pas de parodontite. J'ai assez d'os en interproximal. Donc, c'est cool, je vais pouvoir faire mon tunnel, mettre mon greffon, lever un lambeau, type Massimo de Sanctis et Zucchelli, et faire une incision à la base de la papille et lever mon lambeau bilaminaire, je mets mon greffon, je le regarde, je le fixe, je le couvre. Mais je sais que l'implant est inerte. Donc, je vais étaler mon lambeau un peu plus de part et d'autre pour qu'il puisse avoir plus de cellules et plus de... Mais je suis sur de l'apprentissage et de la compétence et du compromis. Mais il y a les solutions osseuses et les solutions muqueuses que je viens de vous décrire. C'est vraiment je pense que ça vient avec, comme vous avez dit, l'apprentissage. Donc, on a le théorique et on a le pratique. Donc, il faut savoir jongler entre les deux pour Exactement. pouvoir Et la approuver la... cicatrisation, c'est avoir les Ouais. connaissances. Par exemple, la dernière étude qui a été faite, pour la réussite d'une technique chirurgicale chez votre patient, vous avez 25% de la dextérité manuelle et de la connaissance de la technique. 25% pour les mains, ce que vous faites avec vos mains. Et les 75% qui restent, c'est quoi? C'est l'indication de la technique que vous avez choisie. Est-ce que vous connaissez bien les indications? Et c'est la communication avec le patient et c'est l'équipe qui vous entoure. Donc, 3 éléments qui vont jouer 75%. Et quand on parle d'indication, ça veut dire que c'est les connaissances. Ce n'est pas la technicité. Et dans les connaissances, ce que vous avez qui est très important, c'est comment vous allez imaginer la cicatrisation. Donc, connaître la cicatrisation va vous permettre, avec la même technique, quand vous avez des cas différents, vous adapter à la technique, au cas. Parce que si je connais la technique, mais je ne connais pas la cicatrisation, je ne connais pas l'histologie, je ne connais pas les indications, il suffit que le patient il gicle avec quelque chose d'un peu différent, tu ne sauras pas comment faire. Donc, c'est ça ce qui est important. Donc, c'est pallier entre aller avec les deux, les connaissances et la technicité et bien sûr la communication avec le patient. Voilà, ça va ensemble pour avoir des résultats, les meilleurs résultats pour nos patients. Alors, j'ai vu une question qui est très intéressante sur le chat. Donc, est-ce que les interférences occlusales ou bien une surcharge occlusale sur un implant peut favoriser une périimplantite en causant une micro-résorption qui va permettre une accumulation de bactéries? Alors, quand on parle de surcharge, c'est pour cela que d'ailleurs en implantologie, il n'y a pas de contact genre canin. Vous allez établir le groupe. C'est le contact de groupe. Ça, c'est très important. Pourquoi on veut le contact de groupe? C'est la répartition des forces occlusales parce qu'il n'y a pas de desmodante. Donc, l'absorption de la force, elle est brute, elle est forte. Il n'y a pas de transmission avec un desmodante, avec son liquide, avec ses cellules, avec ses attaches. C'est très important. Regardez l'attache ce qu'on appelle nous les fibres de Charpie. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont attacher le sément ou la dentine à l'os. Et vous avez un espace. Et quand vous avez l'occlusion, donc ça fait ça rebondit en micromillimètres, mais ça rebondit. Mais avec l'implant, ça rebondit pas. Ça reste comme ça et ça tape, ça tape, ça tape. Donc ça crée des réactions inflammatoires. Mais ces réactions inflammatoires ne vont pas être à l'origine de la destruction, tant qu'il n'y a pas de bactéries. Alors ça tape, ça tape, ça tape, et vous avez la plaque bactérienne, le biofilm, parce qu'on l'appelait biofilm à partir des années 2000. Et dans le biofilm, quelqu'un qui ne va pas brosser, il y aura une grande quantité. Donc là, on va parler de quantité, pas de qualité du parodontopathogène, de la quantité. Une fois il va arriver à un certain nombre de milliards de bactéries, là, les bactéries ne vont pas rater le coche. À ce moment-là, elles vont attaquer l'attache épithéliale, l'attache conjonctive, donc ce qu'on appelle nous le sulcus. Ils vont attaquer et ils vont entamer l'os. Donc tout seul, non. Mais en combinaison avec les bactéries. Voilà, en combinaison, bien sûr, dans tous les cas, la bouche, elle contient des milliards de bactéries. Alors, vous avez des bactéries qui sont commensales, qui vont nous aider. Et vous avez des bactéries méchantes, mais qui ne sont pas là, ou qu'on peut acquérir, qu'on appelle nous les bactéries spécifiques.
D'accord? Et vous avez aussi la quantité. C'est-à-dire quand le nombre de bactéries en bouche va exploser parce que vous avez mal brossé, parce que l'implant est entouré par le biofilm, eh bien, pertinemment, vous aurez les transformations des bactéries aérobies. Elles vont devenir des bactéries anaérobiques. D'accord? Euh, pour continuer dans tout ce qui est implantologie, donc j'ai une autre question pour vous. Donc, qu'est-ce que l'approche flapless et quelles sont ses limites en implantologie? Alors, l'approche flapless, c'est aller poser un implant sans lever de lambeau ou carrément, après le deuxième temps opératoire, c'est aller avec un instrument, couper la gencive et poser la vis de cicatrisation sans lever de lambeau. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Donc, si nous, on veut lever un lambeau, on veut poser un implant, quel est le challenge? C'est que cet implant-là doit être pile poil au niveau de l'os avec un minimum d'épaisseur osseuse du côté vestibulaire. Le minimum, c'est 2 mm. On est d'accord, ça c'est prouvé scientifiquement et avec la littérature. 2 mm, 2 mm. Et bien sûr, 2 à 3 mm avec les dents ou les implants adjacents. Donc, vous avez un emplacement dans les trois dimensions de l'espace, en 3D. D'accord? Donc, pourquoi nous enlève les lambeaux? Pour qu'on puisse regarder et bien orienter vis-à-vis de l'os. D'accord? Maintenant, vous allez faire un guide chirurgical. Vous placez votre guide chirurgical, vous allez travailler en flapless. Mais ça contient des risques. Pourquoi? Parce que les guides chirurgicaux aussi sont passés par beaucoup de phases de perfectionnement. Il suffit qu'il y ait une déformation de l'empreinte digitale ou une déformation entre la lecture 3D, la transformation en guide chirurgical, l'impression du guide chirurgical pour que vous ratiez le coche. Donc, c'est ça le risque. Ouais. Mais on est dans l'évolution de la technologie. C'est-à-dire, avant, on posait des guides chirurgicaux et on avait un problème d'instabilité. Après, on a commencé à faire un ancrage au niveau supérieur. Après, carrément, on commence à faire des ancrages avec des vis au niveau palais. Et par exemple, ici, au niveau inférieur, maintenant, on commence à faire des ancrages à 2 étages. Carrément, justement pour éviter qu'il y ait un problème de déplacement ou bien où on va rater le coche. Donc, le flapless, ça vous permet de ne pas lever de lambeau, mais il faut que vous soyez sûr et sûr de l'axe en 3D que vous allez utiliser. Donc, j'imagine que ça se fait pas trop souvent, cette approche-là. Elle n'est pas trop utilisée À un comparée moment à... donné, on en parlait beaucoup, flapless, flapless, flapless. Mais bon, après, on s'est dit, bon, on peut utiliser des guides chirurgicaux 3D, on peut utiliser des guides ancrés, mais il vaudrait mieux lever des lambeaux pour regarder qu'est-ce qui se passe. Parfait. Alors, je vais avoir une autre question pour vous. Donc, quand est-ce qu'on peut préconiser le sinus lift par voie latérale plutôt que le sinus lift par voie crestale? Alors, la voie latérale, c'est aller au niveau du sinus et faire sa fenêtre, lever sa membrane de Schneider et aller faire du comblement et tout. Donc ça, c'est invasif, mais ça vous permet de gagner beaucoup de hauteur, plus que le crestal. Donc si vous êtes sur des crêtes de 2 mm ou 1 mm et vous avez besoin de 10 mm, vous allez faire par le crestal, par la voie latérale. Donc c'est ce que moi, je préfère. Après, si vous voulez faire une augmentation de 2, 3, 4 mm, vous pouvez passer par le crestal. Parce que le principe du crestal, c'est quoi? C'est d'aller décoller la membrane de Schneider gentiment à travers l'alvéole et d'injecter le produit de régénération osseuse et attendre que, alors si vous avez 4 mm avec de hauteur osseuse et que vous pouvez avoir la stabilité primaire de votre implant, vous pouvez en même temps placer l'implant. Si vous êtes sur une hauteur qui ne va pas vous permettre d'avoir une rétention, une stabilité primaire, à ce moment-là, vous fermez, vous attendez et après, vous mettez votre implant. Mais généralement, la crestale, elle va vous rapporter moins d'os que la latérale, que la technique latérale.
Parfait. Alors, une consoeur qui a demandé concernant elle a un cas de parodontite agressif, oh, ça ne va pas sortir, parodontite agressive chez un jeune adulte. Est-ce que vous, quand vous avez ce type de cas, est-ce que vous demandez des marqueurs biologiques? Est-ce qu'il y en a à surveiller? Alors, il y a eu beaucoup d'études. Au fait, la parodontologie, elle est passée par des stades. Donc, vous avez, dans les années 50, 60, on parlait histologie, beaucoup d'histologie. On prenait le microscope, on faisait les coupes, on regardait. Après, on a commencé à parler de concepts bactériens. On a eu le Sokransky en 96 qui a dit, vous avez des complexes rouges, des complexes oranges, des complexes jaunes, vous avez de la parodontologie. Donc, on est rentré dans la bactériologie pure et dure. D'accord? Après, dans les années 2000, on a attaqué le côté immunologique et c'est là où on parle de marqueurs biologiques. Donc, le côté immunologique, c'est quoi? C'est les polynucléaires, c'est les macrophages, c'est les lymphocytes. C'est ce qu'ils vont larguer, les interleukines 1, 2, 3, etc. C'est le TNF-alpha. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont participer à contrer les bactéries, mais aussi, parfois, ils vont larguer des interleukines pour s'autodétruire. Et c'est là où, quand vous avez la réaction inflammatoire qui va défendre le parodonte, elle est aiguë. À un moment donné, elle va devenir chronique et donc elle va commencer à jouer contre son propre camp. Et c'est là où on a les parodontites qui vont évoluer avec des pertes avancées, rapides, avec des destructions osseuses avancées. C'est ça les marqueurs biologiques. Et il y a eu beaucoup d'études sur ça. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? On connaît la parodontite agressive. On connaît autant que parodontisme marocain quels sont ses signes. On parle de la nouvelle classification qui est les parodontites sévères avec le grade et le stade. Quoique le grade et le stade n'expriment pas vraiment la réalité marocaine en parodontite agressive. C'est plus la classification de 1999-2000 qui a donné la description avec laquelle on peut travailler plus à l'aise. Nous, on espère que celle de 2018 évolue parce qu'il n'y a pas l'hérédité, il n'y a pas les éléments qu'on voit nous au quotidien. D'accord? Et donc, les marqueurs biologiques vont rester dans tout ce qui est littérature et recherche pour l'instant. Et nous, on va travailler autant que clinicien. Tu prends ta parodontite, tu poses ton diagnostic, soit tu vas la classer en grade et en stade, soit tu vas la classer en parodontite agressive, localisée ou généralisée. Tu donnes ta bithérapie. Van Winkelhoff a été clair, c'est la révolution des années 96 où il a démontré que l'amoxicilline métronidazole va permettre d'éradiquer des bactéries spécifiques, notamment le AA, en sachant que le Maroc a des AA qui sont spécifiques marocains et qui sont virulents. Et dans ce cas-là, quand tu donnes ta bithérapie, à ce moment-là, tu fais ta thérapie chirurgicale avant, bithérapie après, réévaluation, tu attends 2 à 3 mois, tu fais ta réévaluation et à ce moment-là, tu vas décider si tu vas aller faire la chirurgie correctrice ou bien que tu vas aller faire la chirurgie plastique, régénératrice, l'orthodontie, la prothèse et tout ce qui va avec. Donc, le protocole, il est établi et bon, j'ai eu 3 prix internationaux pour des cas de parodontie agressive que j'ai suivi pendant, au début, 5 ans, après j'ai présenté pour 11 ans et dernièrement, j'ai présenté avec un recul de 29 ans. Et donc, je montre clairement que le parodontiste marocain, avec le protocole que je viens de décrire, peut contrôler la parodontite agressive, la parodontite sévère dans la nouvelle classification et bien sûr avec la seule condition sine qua non, c'est la maintenance. Faites votre tableau de maintenance. Moi, je fais un tableau de maintenance qui me suit depuis des années et des années. Et quand mes patients ne viennent pas, je crie en rouge, 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 rouge. Maintenant, on a eu des logiciels, je me suis convertie en logiciel. Et rouge, rouge, rouge. Le jour où il y a des patients qui sont revenus après 10 ans. Et je leur ai dit, vous n'êtes pas venu telle date, telle date, telle date. Il y a des patients que je suis depuis 29 ans, 30 ans. J'ai reçu une patiente que j'ai suivie en 98. Elle est venue me voir hier. Elle est venue me voir hier parce qu'elle a remarqué une petite récession au niveau de la 31. Moi, je l'ai présentée pendant cette semaine-là 2 fois et elle vient hier. Elle vient et effectivement, il y avait une petite récession quand on a comparé les chartings, on a comparé les photos. Effectivement, il y a une petite récession et du coup, on a instauré un protocole de maintenance. Donc, la maintenance, elle est primordiale. Et rappelez-vous de ça, en paro, le piège dans lequel on peut tomber, c'est un patient qui revient, il vous dit Madame, ce que vous m'avez fait n'a pas réglé le problème parce que les saignements sont revenus et maintenant j'ai vu qu'il y a des récessions et regardez, j'ai une récidive.
Mais au fait, ce qu'il ne sait pas, lui, c'est qu'il ne s'est pas présenté pour les séances de maintenance, qu'il a disparu pendant des mois ou des années, et que nous, on vous a dit qu'on retire toute responsabilité si vous ne vous présentez pas à la maintenance. Par contre, les patients qui se présentent à la maintenance, on n'a aucun problème avec. Par exemple, cette patiente-là, sur 30 ans, elle a perdu, combien elle a perdu? Elle a perdu une dent, une seule, la 17, c'est tout, pour une carie de racine. Mm. D'accord? Donc la maintenance est très importante. Donc, j'aimerais relancer justement ce point dont vous avez parlé. Donc, vous avez dit comme quoi, à partir du moment où le patient ne se présente pas pour la maintenance, je me dédouane parce que la maintenance est primordiale. Sur le plan légal, est-ce que vous faites signer un consentement? Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose alors pour l'instant, je ne signe pas encore de consentement personnellement, mais ce que j'ai, c'est que je note tout. C'est-à-dire que quand mon patient se présente chez moi pour la première fois, l'observation clinique, discuter avec le patient, et je note tout ce que me dit le patient. Et je garde des fiches. Moi, j'ai des fiches qui datent depuis 99, 98, 2000, 2001. Je garde mes fiches. Après, maintenant, on a informatisé. Je garde et l'informatique et les fiches. Deux, quand je fais ma thérapeutique non chirurgicale j'explique au patient qu'il doit revenir pour des séances de maintenance. Au fait, c'est comme un pacte que je vais signer avec moi d'une manière, c'est-à-dire au niveau de la discussion, je lui explique que s'il ne vient pas, je ne retire toute responsabilité. Mais c'est vrai qu'un consentement éclairé va être encore mieux, mais moi, je n'ai pas encore fait le pas de le faire. Ceci dit, il y a une relation qui va se tisser. Moi, je parle autant que parodontiste et implanto. Il y a une relation qui va se tisser entre moi et mon patient. Il y a des patients que je vois quand il était petit, il y a plusieurs jours où j'ai détecté des parodontites sévères chez leurs gosses et on a pu les traiter. Et donc, c'est une relation qui va s'instaurer dans le temps. Après, il y a des gens qui ne vont pas se présenter. Qu'est-ce que je fais? Nous, on envoie maintenant des SMS et on envoie des mails. Et on laisse la trace, on garde la trace. Donc ça, c'est une preuve comme quoi le patient il a été appelé. Donc tous les patients qui passent chez nous, il y a des SMS et des WhatsApp qui sont envoyés. Et on garde la trace et on stocke ça. Et voilà, c'est notre façon de faire. Et en même temps, j'ai une liste où je note toutes les parodontites sévères qui passent chez moi. C'est-à-dire je veux les parodontites sévères, je vois tous les noms de mes patients et je vois le tableau de maintenance et je vois chaque personne, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces années-là, est-ce qu'elle est venue, est-ce qu'elle n'est pas venue. C'est un travail de fourmi qui se fait chaque jour. C'est pas quelque chose, un jour, pendant 10 ans, je fais rien et un jour, je vais dire, ouais, mais toutes mes patients, je vais les appeler pour la maintenance. Non, c'est un travail de fourmi qu'il faut absolument faire. Voilà, donc c'est important de garder une traçabilité, surtout dans des spécialités comme la paro, l'ortho, où on voit les patients sur une longue durée, donc Bien c'est sûr. important de garder. Et il y a beaucoup, Voilà. et aussi, il y a beaucoup de reconnaissance. Mm. Parce qu'en paro, les gens sont très reconnaissants, surtout les jeunes, parce que généralement, j'ai beaucoup de jeunes qui ont pleuré sur le fauteuil parce que ils sentent qu'ils allaient perdre leurs dents. Ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de croire en eux-mêmes, de construire leur vie. Et quelqu'un vient leur dire, il faut extraire toutes les dents, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je lui dis, je vais te sauver toutes les dents. Eh bien, il y a une grosse reconnaissance. C'est une reconnaissance qui est exprimée sur les réseaux sociaux, c'est une reconnaissance qui est exprimée euh, avec le témoignage qu'ils me font en direct. Et ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur parce que ils nous voient comme des sauveurs, comme des superwoman, pas superman, superwoman. Mais c'est qu'on a dans notre Ouais. métier. Alors, j'ai une dernière question, donc pour qu'on termine la liste que j'ai devant moi. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur le renfort parodontal minéralisé? Alors, renfort parodontal minéralisé, c'est une appellation de la corticotomie, tout simplement. Alors, c'est quoi? Alors, je vais commencer parce que la paro, c'est de l'histoire. Donc, je vais commencer par une publication qui a été faite dans le début des années 2000, où l'auteur, pour des raisons orthodontiques, ils ont extrait des prémolaires. Alors, ils ont extrait des prémolaires, ils ont enclenché le traitement orthodontique. Dans le site témoin, ils n'ont pas fait de régénération osseuse. Dans le site qui a été extrait. Et dans le site contrôle, ils ont fait de la régénération, ils ont fait juste après un déplacement
un déplacement. Et il a été démontré que le traitement orthodontique avec la régénération osseuse donnait de très bons résultats, mieux que l'autre côté. Après, il y a une autre étude qui a démontré que quand on fait de la régénération osseuse et juste après on commence l'ortho, c'est encore mieux que si on faisait de la régénération osseuse et qu'on attend et après on commence l'ortho. Ça veut dire qu'ils vont nous parler d'une synergie entre la régénération osseuse et le déplacement et la position résorption qui est enclenchée par le traitement orthodontique. Parce que le traitement orthodontique, il va créer une dynamique cellulaire d'apposition-résorption. Le côté où se déplace la dent, il y aura de la résorption. Le côté où va laisser la dent, il y aura de la régénération spontanée. C'est des ostéoblastes qui vont venir travailler. Et dans ce magma-là, on va rajouter, nous, notre régénération, notre produit extra-buccal, qui doit être d'origine bovine ou bien d'origine minérale ou bien ce que vous voulez. Quand vous allez le rajouter autant qu'ostéoconducteur, eh bien, les cellules il va jouer le rôle d'un plateau et les cellules, ce sont les vers. Donc, vous portez le plateau avec les vers. Alors, les vers, ils vont bien travailler. Et c'est pour cela que est venue l'idée de la corticotomie. C'est quoi? C'est que pour accélérer le traitement orthodontique, entre les racines, vous allez créer des fissures au niveau de la corticale osseuse qui va faire que ça va accélérer le déplacement. C'est comme si, en faisant c'est une pseudo-agression, vous appelez des cellules qui vont venir pour réagir et pour réparer, et en voulant réparer, elles vont aider à accélérer le mouvement. Donc, c'est ça la corticotomie. Et ça a été beaucoup utilisé en ortho, mais après, donc dans les années, je pense début 2000, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, mais et puisqu'il y a l'autre étude dont je vous ai parlé au début qui démontre que le traitement ortho va favoriser la régénération osseuse qui va être apportée par l'apport du matériau, pourquoi on ne mixe pas les deux? C'est-à-dire, moi, je vais aller faire une corticotomie, d'accord? Et en même temps, puisqu'il y a de l'ortho, je vais rajouter un matériau de comblement qui fait que, avec le traitement ortho, le matériau de comblement va appeler plus de cellules. Elles vont venir travailler et pour fermer la corticale qui a été scindée et pour créer un os. Et du coup, dans un parodonte qui est fin, et pour éviter qu'il y ait apparition de récession post-ortho, on est en train de créer comme des murs d'os pour pouvoir protéger les racines. Parce que parfois, quand on veut faire de l'esthétique, on va ouvrir l'arcade. Les dents sont comme ça et on va sortir les dents et on va ouvrir l'arcade, rétablir une occlusion, rétablir une esthétique. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de sortir parfois les dents de leur enveloppe osseuse. Et du coup, plusieurs fois, après le traitement orthodontique et sans parodontite, vous avez l'apparition de récessions. Ce n'est pas des récessions d'origine parodontite, c'est des récessions parce que les racines sont sorties de leur couloir osseux. Et là, le fait d'aller rajouter, de faire le produit de régénération osseuse, ça permet tout simplement d'optimiser l'épaisseur, encore transformer le biotype. C'est super parce qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous me donnez vraiment une évolutivité des thérapeutiques à travers le temps et on voit qu'en une courte période, il y a beaucoup de thérapeutiques, elles ont beaucoup changé. Alors c'est très important parce que si moi je leur dis, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas avancer. Ouais. Donc si on ne connaît pas, je vais être peut-être hors sujet, si je ne connais pas l'histoire de mon pays, je vais pas être aussi fière. D'accord? Ouais. Donc je connais l'histoire, je peux contrôler les techniques, je peux choisir les techniques. Je sais que maintenant, au début on prenait des fraises boules pour faire la corticotomie, maintenant on fait avec la piezo. D'accord? Donc tu as une évolution de la philosophie d'action, de l'action elle-même et des instruments qui vont concrétiser ton action. Donc, c'est 3 éléments principaux. C'est-à-dire, ce n'est pas l'instrument, lui, qui va t'imposer la technique. C'est toi qui choisis la technique et qui va aller chercher l'instrument qui va t'aider à la faire. Et au fil des années, tu vas commencer à aller vers des instruments de plus en plus sophistiqués. Et c'est ça l'évolution de l'humanité. C'est d'avoir une philosophie d'action, de faire l'action et d'utiliser un matériel qui va te permettre de perfectionner l'action. Jusqu'au jour où un jour, peut-être, on va la débouter et dire que, bon, finalement, elle ne sert à rien, je vais arrêter de le faire.
Mais après, il faut toujours savoir qu'il y a la science derrière, donc c'est toujours Bien prouvé. sûr. Et ces Alors, changements qui alors, font. quand on parle de la science, c'est l'évidence scientifique. Oui, bien Alors, sûr. voilà, l'évidence scientifique, c'est les études. Les études, c'est les publications, c'est les laboratoires de recherche et les cliniciens. Donc, le clinicien, il va émettre un souhait. Le laboratoire de recherche va rechercher. Il va vous proposer, il y a des cliniciens, il y a des laboratoires, il y a tout. Et à ce moment-là, vous allez choisir aussi comment lire et interpréter la littérature. Parce que ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure, vous allez ouvrir quelques articles et vous allez trouver le contraire. Mais moi, je vous invite à aller revoir les publications qui sont indexées sur le plan international, qui ont une reconnaissance précise. Mm. D'accord? Donc, il y a une littérature, il y a d'autres littératures, et on est là pour pouvoir choisir la meilleure littérature. C'est pour cela que dans les années 2000 ou peut-être 90, il y a eu l'apparition des méta-analyses. C'est-à-dire, on ne se contente plus d'études, mais on prend plusieurs études, les meilleures, les plus fiables, et on va les prendre et les comparer avec des outils statistiques et on vous donne un résultat. Par exemple, le jour où on a dit le diabète, il aggrave la maladie parodontale, la parodontite, et qu'il multiplie fois 6 les pertes osseuses et les poches parodontales, Ouais. on l'a fait par méta-analyse. On a pris plusieurs études, et de ces études-là, toutes ces études-là, on est sorti avec cette conclusion. Mm. Alors, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées pendant la semaine. Donc, on va prendre un petit moment pour répondre à vos questions. Donc, je vais remonter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Benouli, il y a des questions qui passaient. Ouais, je vais remonter pour voir. Il y a eu plusieurs questions. Ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui a demandé, bonsoir docteur, s'il vous plaît, si on a un implant qui n'est pas ostéo-intégré, est-ce qu'on peut le réimplanter plus apicalement comme première approche? Non, en fait, qu'est-ce qu'il a il n'est pas ostéo-intégré. Alors, moi, je vais quand même répondre à la question sur deux plans. Comme ça, on essaiera de le... Alors, il n'est pas ostéo-intégré. Ça veut dire que c'est pas le jour de la chirurgie, c'est après la chirurgie. Alors, quand on dit il n'est pas ostéo-intégré, ça veut dire que vous parlez sur le plan histologique. Donc, il faut chercher pourquoi il n'est pas ostéo-intégré. Je vais vous donner un exemple. Je pose mon implant. Après un mois, donc je pose mon implant et je ne mets pas de vis de Sika. Je vais le couvrir. Et pendant le deuxième temps, je vais ouvrir pour mettre ma vis de Sika. Donc ça, c'est le protocole classique. C'est pas l'autre où tu mets la vis dès le premier jour, tu fais la mise en charge le premier jour, etc. On parle le classique, premier temps, deuxième temps. Et à ce moment-là, je trouve que mon implant, il bouge. Il y a deux éléments. Si votre implant, au bout d'un mois, il bouge, mais il y a beaucoup de sang autour, vous sentez que c'est du vivant, et ça m'est arrivé, vous sentez qu'il y a un saignement, vous sentez qu'il y a un capital d'autoroute de cellules régénératrices. Vous pouvez fermer et lui donner 3 mois, 4 mois pour pouvoir qu'il puisse construire son os autour, qu'il y ait de l'os qui soit construit autour. Mais si vous ouvrez, ou déjà au niveau de votre radio, le patient a mal, il y a une infection, il y a une inflammation, il y a les signes de préparation d'une infection, vous ne pouvez pas le garder. Il faut l'enlever. Donc, ça dépend de la cause de la non-ostéo-intégration. Si je vais sur le principe que je viens de décrire. Donc, présence de sang, pas d'infection, pas d'inflammation, pas de signes infectieux, je peux lui donner une deuxième chance. Si vous regardez, vous voyez qu'il n'y a pas de sang, c'est comme une alvéolite sèche. Vous sentez que le sang est inerte, que l'implant il est mobile. Parfois, il y a des douleurs. Le patient vous dit j'ai mal. Parfois, il y a du pus. Là, vous ne pouvez pas ouvrir, réimplanter. C'est impossible. Vous allez vers l'échec et vers la perte de l'os qui reste.
j'élimine mon implant, je fais un curetage pour appeler le sang, parce que qu'est-ce qu'on a dit? C'est le sang qui va appeler les cellules régénératrices. Sinon, même en enlevant l'implant, en laissant le truc ouvert comme ça, vous allez faire peut-être une alvéolite. Parce que c'est quoi le problème d'alvéolite? C'est qu'on extrait et qu'il n'y a pas une formation de caillou sanguin. Imaginez. Donc le caillou sanguin, plus moi je fais de la chirurgie, plus je me rends compte à quel point le sang est important. C'est pour cela que le plasma riche en le PRF, il est très important parce qu'il porte les facteurs de croissance du propre patient, de votre patient. Donc ça, c'est intéressant sur le plan histologique. Après, si vous posez là, on a parlé après, au deuxième temps. Par exemple, vous êtes le jour de la chirurgie. Vous faites votre forage. Vous posez votre implant. L'implant, il bouge. Pourquoi il va bouger l'implant? Vous n'avez pas de stabilité primaire. Pourquoi je n'ai pas de stabilité primaire? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder. Est-ce que cet implant-là, il a une petite stabilité, mais il n'a pas une vraie stabilité primaire. Tu n'es pas le torque ديالك واصل حتى ل 30. حيت حنا نورمالمون في le torque توصل حتى ل 30. Ça ما قادرش. كدير له هكا راك غير à peine à 2, il est déjà en train de. Il y a du saignement, il y a du capital osseux, il y a une belle épaisseur osseuse. Je ferme, vis de couverture, je ferme et je laisse. D'accord? Après, là, ce qui pose lui, si jamais c'est le même jour, je vais me dire, oui, mais peut-être que je n'ai pas assez d'ancrage. Si vous allez forer en apical, au-delà, par exemple, l'implant, il est à 8 mm. Une sabriti avec l'implant, tu fais la stabilité primaire, briti la stabilité primaire. Tu as l'implant. Ou le forage d'yelk. Et tu vas aller vers un implant plus lent, vers du 10 mm, à condition que tu as assez d'os. Et tu vas mettre un implant qui est plus lent, qui va être ancré en apical, avec un hiatus autour de la partie qui est vers le cervical. Et malgré ça, tu dois fermer et attendre. Parce que tu vas attendre qu'il y ait de l'os qui se régénère autour de un implant, la partie où il y avait la stabilité faible. Mais ça, c'est tiré un peu par les cheveux. D'accord? Ouais. Alors, il y a une question. Quelle approche thérapeutique pour les atteintes de bifurcation de degré 3? Alors, on parle d'histoire. Je vais revenir à l'histoire. Dans les années, moi je me rappelle, à l'Europério 2000, la grande mode, c'était quoi? C'était faire des régénérations tissulaires guidées, pas osseuses, tissulaires. C'est quoi tissulaire? C'est mettre une membrane qui va sertir la bifurcation pour espérer, dans une classe 3 débutante, espérer une régénération. Et il y a eu une multiplication de conférences et de publications sur ce sujet-là. Est-ce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on en parle? On n'en parle plus. Ça veut dire que, même si à un moment donné, c'était la grande mode de la régénération tissulaire guidée pour l'atteinte de bifurcation, maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, l'atteinte de bifurcation, c'est une thérapeutique non chirurgicale bien menée et une maintenance bien menée. Et c'est des dents qui vont rester sur l'arcade pendant très longtemps. Ça a été démontré clairement. On ne s'acharne plus, on ne fait plus de séparation de racines. Parce qu'avant, on faisait la séparation, les années 90, séparation couronne. Où il y a racine, tu extrais la racine, tu laisses la plus forte. Le droit au plus fort, le droit de survie au plus fort. D'accord? Mais carrément, parfois, on aggravait l'atteinte de bifurcation pour pouvoir rentrer les brossettes interdentaires. Ça, on le faisait aussi. Maintenant, on ne le fait plus. Maintenant, c'est la thérapeutique non chirurgicale. C'est une bonne hygiène bucco-dentaire avec des brossettes. Bien sûr, les brossettes sont incontournables. Vous ne pouvez pas parler paro sans brossettes. S'il vous plaît, les brossettes. Quand vous ne donnez pas de brossettes, vous allez vers l'échec. Et la récidive, ce n'est pas des parodontites réfractaires, c'est de la récidive. On ne parle plus de parodontite réfractaire. On parle toujours
toujours, on parle maintenant de récidive. Et la récidive, elle va être aussi bien due au praticien qu'au patient. Parce que le patient, il doit comprendre qu'il est partie prenante. Moi, mes patients, c'est moi qui leur explique la motivation à l'hygiène bucco-dentaire. C'est moi qui prends le miroir, avec on se regarde tous les deux dans le miroir, et je leur explique chaque patient qui passe chez moi, c'est moi qui lui fais la motivation à l'hygiène, c'est moi qui lui montre le calibrage des brossettes, je lui explique pour le gel, les brossettes, la brosse à dents, tout. Et carrément, au début, je lui donne sa trousse. Comme ça, il ne me dit pas, oui, je suis partie, je n'ai pas trouvé, j'ai commandé, j'attends. Tiens, tu commences avec ça et tu prends ça. Il y a une autre question intéressante. Donc, quand on fait une greffe épithélo-conjonctive, quelle est la meilleure conduite à tenir pour réduire la douleur au niveau du site donneur et optimiser sa cicatrisation? La conduite à tenir la plus la conduite à tenir la plus classique, c'est protéger le site opératoire. واحد الحل. Donne une ordonnance avant de commencer ta chirurgie. Il n'est pas question de donner des ordonnances après la chirurgie. Vous prévoyez le rendez-vous parce qu'une greffe, elle ne peut pas se faire comme ça. Le patient rentre, oui, j'ai envie de faire une greffe, d'accord, installez-vous, je vais faire une greffe. Je ne pense pas que c'est le cas. Donc, si on programme une chirurgie, moi, puisque le patient, je l'ai déjà vu avant, c'est un patient à qui j'ai fait une thérapeutique ou pas, l'essentiel, c'est ce qu'il a eu son observation clinique. Est-ce que vous avez un problème d'hémostase? Est-ce que vous avez un problème d'état général? Est-ce que vous avez un problème hépatique? Est-ce que vous avez de l'anémie? Est-ce que vous êtes cardiaque? Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous êtes allergique alimentaire, allergique médicamenteuse? Est-ce que vous avez de l'asthme? Parce que la codéine et l'asthme, ça ne s'entend pas. Est-ce que vous avez une maladie générale? Est-ce que vous prenez de l'évothyrox? Parce que beaucoup de gens ont de la thyroïde, le diabète, etc. J'ai mon observation clinique, je sais à qui j'ai faire, je lui donne son ordonnance, antibiothérapie, corticothérapie et antalgique palier 2. Palier 1 ne va pas faire l'affaire. Alors, quand je parle de palier 2, je vais adjoindre de la codéine. Il ne doit pas avoir de problème respiratoire parce que la codéine a un effet sur le plan central respiratoire. Et du coup, quand je vais donner l'ordonnance, déjà là, je réponds à ta question. Je te dis que tu vas bloquer la cascade inflammatoire avant qu'elle commence. Parce qu'une fois que vous posez votre première lame bistouri, le corps, il réagit. Vous avez des prostaglandines, vous avez une cascade inflammatoire qui va venir. Et surtout quand vous êtes sur la microchirurgie, vous n'avez pas intérêt à avoir des œdèmes et des enflements. Donc, vous donnez votre antibiothérapie, corticothérapie et antalgique palier 2. Et par exemple, s'il est diabétique, vous ne pouvez pas donner les corticoïdes, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous allez pallier à la douleur post-opératoire. Et vous mettez un pansement chirurgical ou une gouttière thermoplastique ou carrément, il y a des produits maintenant qu'on peut mélanger avec l'eau qui vont durcir, que vous allez placer comme une plaque base. Il y a beaucoup de moyens et ça permet de protéger le site et vous demandez au patient de garder le pansement pendant une semaine. Alors, le patient va dire, oui, mais moi, je ne peux pas. Alors, écoutez, monsieur, écoutez, madame, j'ai fait un effort, je vais réussir ma chirurgie. Vous aussi, vous devriez faire un effort. Donc, l'effort que vous allez faire, vous allez manger alimentation molle, facile, ne pas utiliser vos muscles, ne pas trop parler, ne pas ouvrir grand la bouche et prendre soin de votre pansement chirurgical et du site opératoire et des sutures. D'accord? Donc, c'est surtout dans les conseils post-opératoires, donc c'est important, ça joue un grand rôle. Et protéger le site opératoire. Autre chose, tant que vous avez une hémorragie au niveau du palais, quand vous faites votre prélèvement, ne vous amusez pas à mettre les gouttières, à mettre le pansement, à faire les sutures. Il faut commencer par arrêter l'hémorragie. Donc, ça fait même pas avant-hier. Ma dernière chirurgie, je l'ai fait avant-hier et je l'ai présentée hier. La patiente, j'ai touché l'artère. Mais quand j'ai touché l'artère, j'ai giclé à fond. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fait ma compression de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, la compression qu'a fait mon assistante pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je prépare mon greffon, le temps que je le place et que je fasse mon recouvrement de lambeaux déplacés coronairement. Et quand on est revenu au niveau 10 avec un vasoconstricteur, alors le vasoconstricteur, ce n'est pas au niveau de l'artère elle-même, il va se faire en amont, derrière la partie où vous avez prélevé le greffon. Donc, c'est la vasoconstriction avant le greffon, avant la partie de prélèvement. Vous faites une compression, ça va s'arrêter. Quand vous revenez pour faire votre pansement chirurgical, vous allez réinjecter et vous placez votre pansement chirurgical. Et donc, vous ne plaquez jamais à fond le pansement parce qu'il faut laisser un petit espace pour le caillot sanguin se forme. Il y a des gens qui ont fait des hémorragies parce qu'on avait trop plaqué
et je les ai reçus. Bon, c'était des. Voilà, j'ai reçu. En fait, je me suis rendu compte que le praticien avait tellement rentré le pansement dans le site opératoire. Au fait, le caillou sanguin, c'est quoi sur le plan histologique? Le caillou sanguin, c'est une épaisseur en micromillimètres, mais qui va permettre la fermeture des différents vaisseaux. Et quand on parle d'artères, c'est des vaisseaux qui sont inclampables. Au palais, en bouche, on n'a pas d'artères ou de veines qui peuvent être clampées. Sauf l'artère faciale, si on la touche, généralement, on peut la clamper. Hmm. Donc j'ai vu une autre question, je pense qu'on y avait répondu plus tôt dans le live, donc c'est concernant la prise en charge à tenir devant une parodontite agressive généralisée. Donc, C'est comme la généralisée, comme la localisée. Sauf que la généralisée, selon ce qui a été sur le plan international, on parle de 7 jours et de 10 jours de bithérapie. Moi, je donne 10 jours et 2 semaines. Parce qu'on a tellement de parodontite agressive, on a de jeunes patients et c'est des patients qui n'ont pas pris beaucoup d'antibiotiques dans leur vie. Donc, on ne peut pas parler de résistance chez un patient qui est âgé de 15 ans ou de 20 ans. alors je pense que ça va être tout parce que je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Tout le reste des questions, tous les restes des messages, c'est des messages de remerciement. D'ailleurs, je vais le faire aussi. Merci beaucoup pour ce live. Moi, j'en ai beaucoup appris. Sincèrement, c'était super enrichissant. On a parlé de plusieurs sujets. Et c'est des sujets dont on n'a pas forcément de cours sur ces sujets-là. Donc, c'est bien d'avoir un complément d'information. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que avec grand plaisir. J'apprécie Donc, le beaucoup live, il va... j'apprécie beaucoup ce que tu fais, Yasmine, et Merci c'est beaucoup. top, c'est magnifique. Et Merci. merci de m'avoir donné cette occasion d'exprimer Avec la grand passion paro que je partage avec beaucoup de monde. Et là, je l'ai partagé avec toi et avec nos chers plaisir. convives. Absolument. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être manqué un extrait du live, donc il va être enregistré. Vous pouvez y retourner quand vous Justement, il voulez. y a des gens qui demandaient est-ce qu'il est enregistré. Ouais, ouais. Donc, tout est Ouais, enregistré. Tous mes lives sont enregistrés. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. ouais. En tout cas, merci beaucoup, professeur Bouchra. Peut-être une bonne soirée. Merci, Au au revoir. revoir. Bye bye. Merci, بكم. والله لا Enfin, ça, je le disais, tu sais où est-ce que je le disais? Ah, On faisait les conférences Covid sur le périotime que j'avais administré et créé. Et à chaque fois qu'on recevait un conférencier, je disais à la fin au conférencier, même s'il est italien, français, belge, je lui dis, Mesri, tu vis comme lui, il comprenait pas, mais après, je traduisais en personnel, mais à la fin, je disais toujours Mesri, tu vis comme. ça fait Voilà. c'est la nouvelle à chaque fin de live. Parce que je fais Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci beaucoup, revoir. Yasmine. Merci. Au revoir.